Bien, donc tout d'abord, bienvenue à tous et à toutes. Merci aux collègues et aux étudiants qui ont pu venir participer à ce 11e déjeuner jeunes chercheurs, jeunes chercheuses du LabEx Futur Urbain. Donc tout d'abord, bonne année à tous, à ceux que je n'avais pas encore pu croiser depuis la rentrée. Donc pour nous, en fait, ce 11e déjeuner représente quand même quelque chose de particulier, parce que ça fait exactement un an qu'on a lancé en fait cette opération et qu'on a réussi depuis un an à tenir un déjeuner par mois, ce qui permet de faire circuler l'information, notamment de ce que font les postdoctorants, parfois les doctorants, associés de près ou de loin au LabEx Futur Urbain. Alors, je suis particulièrement aujourd'hui aussi heureux d'introduire très rapidement ce 11e déjeuner parce qu'il représente pour le LabEx Futur Urbain un enjeu considérable, puisque quand le LabEx Futur Urbain a été créé il y a une dizaine d'années, il voulait notamment soutenir le développement de l'interdisciplinarité radicale, c'est-à-dire le rapprochement entre les sciences humaines et sociales et les sciences de l'environnement. Et c'est le cas aujourd'hui avec la présentation d'Alexandro Elias Arbarotti, avec la présence de Bernard de Gouvello qui vient de nous rejoindre et que je remercie beaucoup, du CSTB et du LESE, et de Anna Cristina Torres qui fera la modération pour l'école d'urbanisme de Paris. Donc cette interdisciplinarité radicale elle est aussi pratiquée au quotidien par le groupe Nature Urbaine, et je remercie de sa présence aussi Gilles Hubert. Donc c'est un groupe qui d'emblée en fait a essayé de prendre au pied de la lettre l'idée de pouvoir en fait dialoguer et travailler ensemble entre SHS et sciences de l'environnement, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre de cette collaboration. Enfin, ce qui me paraît intéressant aussi, c'est de pouvoir aujourd'hui soutenir un projet ICIT, les projets ICIT, notamment le projet Y-Cities, dont je pense qu'on va rapidement entendre parler, sont des projets qui sont autonomes, mais qui, pour certains d'entre eux, s'appuient aussi sur les ressources scientifiques du LabEx Futur Urbain. Je pense que c'est aussi le rôle du LabEx de pouvoir en fait accompagner ces projets. D'autres ont déjà été présentés dans le cadre des déjeuners jeunes chercheurs, et donc je suis particulièrement ravi de pouvoir le faire à nouveau aujourd'hui. Donc sans plus tarder, je donne la parole à Bernard de Gouvello pour faire l'introduction et la présentation d'Alexandro Elias Arbarotti. Merci. Bonjour, merci. Donc moi je vais introduire Alexandro. Alors Alexandro Arbarotti, il est sociologue. Il a soutenu sa thèse en 2018 à l'Université fédérale de San Carlos au Brésil. Elle portait sur les stratégies d'accès et de gestion de l'eau mises en œuvre au quotidien par une communauté d'agriculteurs du mouvement des paysans sans terre. Donc cette thèse reposait sur un travail de terrain avec un long temps partagé avec la communauté concernée sur le site étudié. La question de la gestion de l'eau et de la terre à des finalités agricoles sont donc des sujets qui sont bien connus par Alexandro. Alors moi, j'ai fait connaissance d'Alexandro à l'occasion d'un premier postdoc qu'il a réalisé sous ma supervision dans le cadre du projet E3S, qui est un projet de recherche partenariale avec l'entreprise Eiffage, qui porte sur la réalisation d'un écoquartier et qui est à Châtenay-Malabry, et par rapport auquel plusieurs actions de recherche étaient adossées à la réalisation du chantier lui-même. Plusieurs de ces actions étaient, comme l'a rappelé Loïc Delorge, en lien plus ou moins avec le projet Y-City, projet que Alexandro évoquera peut-être un petit peu. Mais l'une d'elles était relative donc au premier postdoc d'Alexandro, consistait à la mise en place et au suivi d'un démonstrateur de séparation à la source de l'urine et de collecte de l'eau de pluie. Alors le déroulé de ce postdoc a été un peu frustrant parce que au bout des 18 mois, le dispositif n'était toujours pas construit, mais il a été l'occasion de nombreux échanges concernant, d'une part, les enjeux sociotechniques inhérents à la mise en place d'innovations dans le bâtiment, des enjeux de conception, de réalisation, des enjeux de gestion et d'entretien, voilà. Et d'autre part, on a eu aussi beaucoup d'échanges sur la place relative entre terrain et théorie en sciences sociales, question qui est toujours au cœur d'ailleurs de nos discussions. Donc, lorsque l'opportunité de construire un postdoc au sein du projet Y-City s'est présentée, j'en ai discuté avec Alexandro et nous avons en fait co-construit ensemble ce sujet sur l'étude des jardins analysés au prisme de leur fonctionnement sociotechnique.
Cette fois-ci, j'ai l'impression que la frustration du premier postdoc a été, je pense, largement compensée. Hein. Alexandro renouant avec le terrain avec enthousiasme, mais sans modération, là, parcourant une majorité des terrains partagés du 20e arrondissement, en tissant de nombreux liens et en menant toute une série d'entretiens, parfois je l'ai accompagné d'ailleurs, c'était très enthousiasmant, avec les figures emblématiques portant ces projets de jardin. En fait, c'est le résultat de cette pérégrination qui va nous resituer aujourd'hui en livrant des premiers éléments d'analyse. Merci. Merci. À vous, Alexandro. Je suis un peu le contre-jour là. Je vais faire. Non, ça va aller. Donc, j'ai partagé l'écran. Est-ce que ça marche bien? Bonjour. Oui, c'est bon, ça marche. Ok, merci. Donc, tout d'abord, merci pour l'invitation à participer de ces déjeuners jeunes chercheurs. C'est un plaisir de partager avec vous le résultat de notre enquête qui est toujours en cours parce que j'ai encore quelques semaines, mois pour la finir. Donc, le titre de cette présentation, c'est aussi le titre du projet. Fabriquer la ville de demain en réinventant le rapport au sol, dynamique initiative autour des jardins partagés dans le 20e arrondissement de Paris. Donc, comme cela a été déjà dit, cette enquête fait partie du projet de recherche OACITIS, financé par les sites futurs. Ce projet OACITIS vise à constituer une communauté de chercheurs de différentes disciplines, mais tous concernés pour l'expression de leurs objets au sein du Nexus urbain eau, sol et énergie. Donc, moi, j'ai intégré ces projets et comme Bernard l'a dit, on a co-construit ces projets ensemble pour un post-doctorat d'1 an qui se termine en février. Et la mission, c'était de regarder ces nexus eau, énergie, sol dans la politique des jardins partagés de la mairie de Paris. Donc, en quelques mots, le programme de la Main Verte qui gère les jardins partagés à Paris a été lancé par la municipalité en 2002 pour encadrer la mise en place des jardins partagés qui jusqu'alors étaient réalisés de façon informelle. Donc, les jardins partagés qui font partie de cette politique sont signataires de la charte Main Verte. Entre autres choses, cette charte, elle demande la gestion écologique du jardin. D'abord en développant le compostage de proximité, la récupération d'eau de pluie, les choix des essences adaptées au sol et au climat et enfin, l'interdiction de pesticides et des engrais chimiques. Un deuxième document qui encadre ces jardins partagés, c'est la Convention d'occupation et usage pour la gestion d'un site collectif, d'un jardin collectif, qui est signée par les associations qui gèrent ces jardins partagés. Juste un mot, dès qu'un jardin partagé est installé, une association est créée pour gérer ces jardins partagés et cette association doit signer cette convention. Dans cette convention, cette convention précise davantage les engagements qui doivent être observés en ce qui concerne la gestion écologique du jardin. Et donc, dans ces documents, nous rencontrons la gestion économe en eau, en ressources naturelles, en particulier l'eau, la mise en place de compostage de proximité et, encore une fois, l'interdiction des engrais chimiques et des pesticides. Alors, c'est en regardant ces deux documents qu'on a observé la présence des deux flux fondamentaux qui structurent la gestion écologique du jardin. D'abord, la gestion économe en eau et deuxièmement, la fertilisation naturelle du sol. C'est alors à partir du prisme de la gestion de ces deux flux, donc l'eau et la fertilisation du sol, que nous avons réalisé cette étude. Donc, l'hypothèse était que le fonctionnement des jardins partagés suppose un ensemble des compétences techniques de gestion du sol et de l'eau de la part de jardiniers citoyens pour construire un jardin à partir des catégories qu'ils ont dit, un jardin beau et un jardin agréable. Donc, l'objectif était de regarder et de comprendre les pratiques de gestion de l'eau et de fertilisation du sol dans la vie quotidienne des jardiniers, des jardins partagés.
Donc, comment on a fait? Pour observer ces pratiques quotidiennes, nous avons opté pour réaliser une étude des cas dans le 20e arrondissement de Paris. Ces choix ils se justifient parce que le 20e est un des arrondissements avec le plus de jardins partagés, 25 des 129 qui sont signataires de la Charte verte, parce que la mairie locale, elle est assez engagée dans la végétalisation citoyenne. Il y a un élu des espaces verts et des jardins partagés qui est très actif. Et aussi parce qu'il y a une forte dynamique associative dans le 20e, ce qui aide aussi dans la promotion des jardins partagés, vu qu'ils sont gérés par des associations. Donc là, j'ai passé à la méthodologie que nous avons employée pour faire cette étude. Cette méthodologie, elle a été développée en 2 phases. Donc, la première phase, c'était contacter par mail les associations qui géraient les jardins partagés pour fixer un rendez-vous, pour faire une visite. Ces contacts, nous avons eu sur une association qui fédère l'ensemble des jardins partagés. Il est permis de végétaliser collectif de 20e, qui s'appelle l'association Jardivin. Des 25 jardins partagés, on a réussi à visiter 15 jardins partagés dans une perspective d'une visite ethnographique. Qu'est-ce que c'est cette visite ethnographique? Ce sont des visites où on n'enregistre pas l'échange qu'on fait avec la personne qui nous présente le jardin. On fait seulement des prises de notes sur le cahier de terrain. La prise des notes concerne l'échange, les sentiments qu'on a aussi sur le jardin, qu'est-ce qu'on peut observer sur le lieu où le jardin partagé est. Et tout cela nous aide à ne pas projeter des catégories qui sont externes au jardinier. Après ces visites ethnographiques, on a passé à une phase d'écriture de monographie de chacune de ces visites. Cela, c'était dans la perspective des productions des mémos qui Demez préconise. Et cette production des monographies mémos, c'est la relation entre ce que nous avons rencontré sur le terrain, plus la bibliographie sur le sujet, et aussi les premières analyses théoriques à partir de ce que nous avons rencontré sur le terrain. Et c'est justement à partir de ces moments-là que nous avons commencé à explorer cette piste des jardins partagés comme un refuge de la grande ville. Nous sommes appuyés alors sur ce qu'Ismaël dit sur l'expérience de citadin dans la métropole et aussi sous la notion de refuge de Dana Haraway qui parle sous la nécessité pour faire face à la nécessité de construire des refuges multispécifiques. Je ne vais pas développer ici ces questions théoriques parce que je vais présenter les résultats avec la relation de ces 2 courants théoriques et de ces abordages théoriques. Encore sur la méthodologie, la deuxième phase de la méthodologie, c'était nous avons opté pour faire des entretiens semi-directifs avec les acteurs clés qui sont les leaders de ces jardins partagés. D'un côté, parce qu'on n'avait pas le temps de faire une ethnographie d'un seul jardin partagé, et aussi parce qu'on trouvait plus intéressant avoir une diversité des jardins partagés pour avoir, justement parce que notre objectif, c'était de regarder les questions socio-techniques. Donc, des 15 jardins partagés, nous avons alors fait l'entretien avec les acteurs clés dans 5 jardins partagés. Les choix de ces 5 jardins partagés parmi les 15 que nous avons visités, c'était à partir des typologies que nous avons créées en regardant la diversité des choses que nous avions rencontrées sur le terrain. Donc, à partir de ces éléments que nous avons rencontrés sur le terrain, nous avons choisi 5 jardins partagés qui touchaient l'intégralité de cette diversité. Donc, et à la fin, l'intégralité des entretiens ont été transcrites et nous avons fait un codage à partir des thématiques. Et les thématiques, c'était le codage des thématiques à partir de la gestion de l'eau, gestion du sol et la question de jardin refuge.
Donc là, je vais vous présenter les résultats de cette enquête. Le premier point que j'aimerais vous présenter concerne la gestion de l'eau. Donc, tout d'abord, il faut souligner qu'aucun jardin partagé rencontre des problèmes d'approvisionnement en eau. Et ce que nous avons rencontré sur le terrain, c'est 3 types d'accès différents. L'accès au réseau non potable, l'accès au réseau de l'eau potable de la ville et aussi l'eau de pluie. Sur l'eau de pluie, je vais développer un petit peu parce qu'il y a un petit peu quelques particularités. Mais avant, il faut souligner aussi que dans certains jardins partagés, ils ont plusieurs sources. Par exemple, l'eau potable et l'eau de pluie, l'eau non potable et l'eau de pluie. Donc, en ce qui concerne l'eau de pluie, il faut souligner que, vu la surface des collectes, qui normalement c'est sous le cabanon des Aouchi, la quantité de l'eau disponible, elle est très faible. Donc, surtout en été, elle s'étarit très vite. Donc, l'usage de cette eau dans le jardin partagé, elle est anecdotique et pédagogique parce que dans le jardin partagé, il y a plusieurs activités avec les écoles. Donc, ça se montre un petit peu comment est un dispositif de l'eau de pluie. Une autre question à souligner sur l'eau de pluie aussi, c'est que dans la convention d'occupation, il est indiqué que les jardiniers ne peuvent pas utiliser l'eau de pluie pour l'arrosage des plantes comestibles et aromatiques. Si vous voulez, on pourrait discuter un petit peu plus au moment des questions sur ces questions de l'eau qui est utilisée et pourquoi elle est utilisée. En ce qui concerne justement la gestion économe en eau que nous avons rencontrée sur le terrain, les dispositifs utilisés par les jardiniers, ce sont des OIA. Les OIA, ce sont des pots en terre cuite qui sont enterrés. Vous pouvez vous regarder à gauche, il est enterré, donc vous ne voyez pas le pot, mais là, c'est la partie qui est dehors. Il y a un couvercle où les jardiniers élèvent ces couvercles, ils remplissent ces pots d'eau. Donc, c'est le dispositif plus utilisé. Aussi, c'est le plus utilisé parce que la mairie de Paris a disponibilisé certains OIA pour plusieurs jardins partagés. Une autre question sur la gestion économique, c'est la pratique de l'arrosage le soir et le matin et l'utilisation des plantes qui sont en besoin faible en eau. En question de technique, la technique la plus répandue, c'est le paillage. Et cette technique, elle vient aussi des conseils de la maison de jardinage qui donnent des cours et qui envoient des mails avec les consignes pour bien gérer l'eau. Moi, j'ai eu l'opportunité de participer à un de ces cours de gestion économique en eau. Donc, le paillage est la technique la plus utilisée. Et les jardiniers soulignent aussi que ce n'est pas que pour la gestion économique en eau, mais aussi parce que le paillage aide dans la fertilisation du sol et aussi ça évite que des mauvaises herbes poussent. Un mot sur la gestion de économe en eau. Pendant les vacances et l'été, ils caniculent parce que les vacances, il y a des gens qui partent et dans le cadre des parcelles individuelles, ils ont besoin de demander à quelqu'un qui vienne arroser leur parcelle. Et aussi, pendant l'été, il y a la mise en place des plannings pour l'intensification de l'arrosage et aussi, ils préconisent encore plus pendant l'été l'arrosage le plus tard possible. Donc, ça, c'est que nous avons rencontré sur l'eau. Là, je vais vous parler sur ce que nous avons rencontré sur la fertilisation du sol. Tout d'abord, il faut souligner qu'il y a une phase en amont dans plusieurs jardins partagés qui est l'apport initial de la terre. Dans plusieurs jardins partagés, nous avons rencontré, au moment où la mairie met en place le jardin partagé, elle fait un apport important de terre. Parfois, il remplace la terre qui était là parce que la terre était polluée. Je ne veux pas rentrer dans cette question, mais on peut y revenir pendant la question sur la question du sol pollué et tout ça. Donc là, parfois, cette terre, elle est déjà une terre assez riche. Donc, ils n'ont pas besoin de faire beaucoup d'apports dans cette terre. Mais or, c'est là, ce que nous rencontrons de plus dans le jardin partagé, c'est l'utilisation du compost comme le moyen de fertilisation du sol. Comme c'est le moyen le plus
comment ces composts est géré dans les jardins partagés. Tout d'abord, il y a tout un débat sur l'ouverture de ces composts au quartier, parce que plusieurs jardins partagés ont essayé de laisser le compost ouvert au quartier, mais cela n'a pas très bien marché vu les choses qui ont été mises dans le bac à compost qui n'étaient pas préconisées, qui faisaient que le compost n'était pas de bonne qualité. Donc, au fur et à mesure, il y a eu une évolution dans la mentalité des jardiniers, des gens qui gèrent le jardin partagé, pour fermer le compostage seulement aux jardiniers qui sont adhérents au jardin. C'est le plus répandu, mais ce n'est pas exclusif. Il y en a des jardins qui restent encore ouverts au quartier. Justement, pour la difficulté qu'il y a dans la maîtrise du compostage, normalement, il y a une personne référente qui est responsable de compost. Dans plusieurs cas, cette personne, elle a fait le cours qui est proposé par la mairie de Paris de maître composteur pour justement bien gérer ce compost. Il y a une autre stratégie aussi qui est le tri en amont. Dans plusieurs jardins partagés, nous avons trouvé des dispositifs où les gens ne mettent pas leurs déchets organiques directement dans le compost, mais à côté, le référent fait le tri de ce qui peut aller dans le compost et ce qui ne peut pas aller dans le compost. Il y a une autre stratégie aussi, c'est ouvrir le compost seulement 2-3 fois par semaine au moment des permanences des jardins. Et comme ça, les gens qui sont là, ils peuvent bien regarder qu'est-ce qu'il y a pas dans le compost. L'autre stratégie, c'est l'achat des terreaux dans le commerce. Ils disent qu'ils font ces recours-là parce que parfois, le compost n'est pas de bonne qualité ou il n'est pas assez. Et aussi, il y a la pratique d'aérer la terre pour conserver, il n'est pas à la retourner pour conserver les vivants qui sont dans les plusieurs couches de sol. Ensuite, c'est la gestion des parcelles. Pourquoi c'est important de parler des gestions de parcelles? Parce que c'est sur les parcelles que nous rencontrons la gestion économe en eau et la fertilisation durable du sol. C'est là qu'ils se rencontrent. Donc, juste un petit mot pour préciser, dans les jardins partagés, on rencontre très souvent les parcelles individuelles et les parcelles collectives. Parce que c'est une demande des citoyens d'avoir un bout où ils peuvent faire leur culture propre. Et toutefois, ça, on rencontre aussi des jardins partagés qui ont des parcelles collectives. Donc, justement, c'est important de parler de la gestion de parcelles parce que nous avons constaté qu'ils sont les lieux privilégiés d'expérimentation dans les jardins partagés. C'est là parce que comme les jardiniers citoyens ne sont pas des jardiniers professionnels, la gestion et les techniques sont apprises et développées schéma faisant dans le jardin. Les jardiniers apprennent avec leurs erreurs, leurs réussites, pour mettre au point des savoirs et des techniques du jardinage. Comme me disait un jardinier lors d'un entretien, on fait des erreurs dans une année, l'année d'après, on les sert. Donc, les erreurs et les réussites sont importantes dans le processus de gestion et des constructions des savoirs techniques, mais elles vont de pair avec les connaissances et savoirs et expériences préalables des autres jardiniers citoyens aussi, qui viennent normalement des espaces ruraux, qui ont habité des petits villages et qui connaissent un petit peu le jardinage. Et c'est justement la rencontre entre ces connaissances, des gens qui ne connaissent pas et des gens qui connaissent un peu, qui on a la production de nouveaux savoirs au sein des jardins partagés. Je vais vous lire un extrait d'un passage d'un entretien où une jardinier nous explique comment ça se passait, ces échanges de savoirs au sein de jardin. Disait-elle, en toute simplicité, vraiment, une dame me disait, non, vous ne faites pas ça. Par exemple, une autre dame m'a appris que pour faire les semis, elle mettait ses pots de terre dans un sac plastique. Donc, avec ces questions-là, des rencontres des différentes connaissances, on voit cette dynamique collective des coproductions des connaissances au sein du jardin, sous le jardin.
Ces connaissances sont parfois notées dans des cahiers, mais pas nécessairement parce que beaucoup de choses sont transmises de façon orale pendant les moments de convivialité des jardiniers. Ainsi, tout ce que nous avons vu jusqu'ici en ce qui concerne la gestion de l'eau et fertilisation du sol, ce sont des pratiques sociotechniques mises en œuvre pour la construction d'un jardin agréable et beau, ce que nous avons défini comme un jardin refuge. Et là, j'ai passé à la dernière partie, qui c'est cette idée que nous avons essayé de construire sur le jardin comme étant un lieu de refuge. Le premier point pour comprendre cette idée des jardins comme un refuge, c'est l'opposition entre les jardins partagés et les jardins publics. Nous avons posé une question sur les motivations d'un jardinier à participer dans un jardin partagé et elle nous a répondu de la façon suivante. J'avais envie de pouvoir profiter d'un jardin, jardiner, mais comme cet espace est agréable, je peux aussi être assise là comme dans la nature. Il y a des jardins publics dans le coin. Mais bon, ce n'est pas pareil. Et nous avons alors demandé, mais pourquoi ce n'est pas pareil? Parce qu'il y a beaucoup de monde. Alors ici, c'est fermé, c'est un petit espace avec des gens sympas, c'est plus intime. Alors, l'opposition, c'est plus intime dans le jardin partagé et il y a beaucoup de monde dans les jardins publics, nous permet de voir que les jardiniers ont envie d'établir des relations sociales proches ou, comme elle dit, plus intimes. Comme disait Zemel, la vie dans la métropole est souvent traduite par une indifférence vis-à-vis des autres. Les plus intimes peuvent être compris alors comme une démarche pour casser cette sensation d'être seul dans la foule. Donc, les jardins agréables, c'est lui où on sait le nom des gens, on connaît leurs histoires, leurs problèmes, leurs drames, leurs difficultés. Le jardin agréable, c'est lui qu'on s'approprie et dont on s'y sent responsable pour qu'il soit beau et agréable. Dans les jardins partagés, alors, on est acteur. Comme disait un autre jardinier à propos de la différence encore entre les jardins partagés et un jardin public en histoire. Disait-elle, parce que dans les jardins partagés, tu es actif. Tu peux faire des choses. Tu peux agir sur les choses. Et j'adore ça. Vraiment, tu peux prendre le sécateur et voilà quoi. Tu es présent. Donc, avec ces mots, on peut agir. Nous pouvons voir que les jardiniers se sentent comme constructeurs de la ville à partir de la construction d'un jardin partagé agréable. Le caractère impersonnel de la grande ville, alors, reste loin du jardin partagé, car les jardiniers sont effectivement présents dans cet espace et ils ne sont pas là de passage. Ils sont vraiment présents. Donc, ils arrivent à voir les résultats de leur travail, différemment de plusieurs métiers, surtout dans la grande ville, ou des métiers qui sont des travails aliénés où on ne voit pas le résultat de ce qu'on fait. Donc, les jardiniers, s'ils sont présents dans le jardin partagé, donc ils font attention à tout ce qui est les êtres vivants, les plantes, les vers de terre, les papillons, et pourquoi pas les pigeons aussi qui viennent parfois embêter les jardiniers. Donc, les jardiniers sont présents dans ces jardins partagés. Donc, on les essaye aussi, au-delà de faire de jardinage, de faire un peu de décoration, de bricoler de nouvelles choses. C'est ça, ils essayent de faire un jardin partagé, un jardin beau, un beau jardin. Dans les jardiniers n'ont plus besoin de l'attitude blasée dont parlait Zemel pour se défendre de l'agression de la ville. Au contraire, dans les jardins, on est ouvert, on a envie de voir, on a envie de découvrir et de partager, même quand la production n'est pas très bonne, car en effet, la production n'est pas très importante. L'appropriation de ces jardins partagés est telle, ce qui est vécu est tellement fort et différent de ce qu'ils rencontrent dans la ville, que le fait d'être dans le jardin partagé leur donne la sensation d'être ailleurs, comme nous disait une autre dame. Déjà, vous voyez, ici, c'est calme, alors qu'il y a un nombre d'appartements incroyables autour. Même en été, on a l'impression d'être ailleurs. Ce sont des mots comme ceux-là qui nous ont permis de visualiser les jardins comme des refuges, un refuge où on se sent ailleurs tout en étant et restant dans la ville, parce qu'il faut quand même faire l'abstraction des bâtiments. Alors, le jardin est aussi un refuge où on peut se ressourcer,
de la vie de la métropole qui nous fatigue, comme nous montrent les mots de notre jardinier. Disait-lui, quand j'ai travaillé, tous les matins avant d'aller au travail, j'ai venu au jardin. Mais 1 minute, tu vois, j'ai rentré, j'ai faisais le tour et j'ai reparti. Et les soirs, en sortant de boulot, systématiquement aussi. J'ai venu au jardin pour déposer les stress et la fatigue de la journée. C'est thérapeutique. Le rôle thérapeutique est très important dans l'idée des refuges dans la ville, car on peut y aller pour déposer la fatigue de la journée. Et c'est pourquoi, normalement, les jardiniers sont adhérents d'un jardin à proximité de chez eux. C'est cet endroit alors où on peut courir en cas de besoin pour voir moins de monde, pour entendre moins de bruit des voitures, des klaxons, des sirènes. Ce rôle thérapeutique est tellement fort dans l'expérience des jardiniers, qui, dans d'autres jardins, nous avons entendu presque les mêmes propos. Je ne vais pas les répéter ici parce que mon temps il est déjà écoulé. Donc, pour finaliser, ainsi, nous avons pu observer que ces sentiments des jardins ressus est partagé pour plusieurs jardiniers. Donc, c'est pourquoi les jardins, à la limite, sont un outrage à la ville moderne qui est pressée, néolibérale, monétarisée, car ils montrent qu'il existe une autre façon de vivre dans l'espace urbain, plus posé, plus calme, dans l'échange et sans la médiation monétaire. Ainsi, les compétences techniques, pour finaliser, les compétences techniques et sociales des acteurs font des jardins partagés un territoire d'usage multifonctionnel au sens large du terme. Et c'est justement à ces propos que, dans les jardins partagés, nous rencontrons plusieurs activités qui vont au-delà du jardinage, comme par exemple la distribution d'AMAP, les conférences, le cinéma ouvert et les activités pédagogiques de sensibilisation écologique. Donc là, pour vraiment finir, comme il était dit avant, les jardins sont des lieux d'expérimentation de la culture des plantes, mais avec ces nouveaux éléments que nous avons essayé d'apporter, nous pouvons envisager les jardins partagés comme un lieu d'expérimentation dans la ville au sens large. C'est alors un lieu de créativité où on peut voir naître des autres modes de gestion de l'espace public. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Alexandro. Donc, je vais donner tout de suite la parole à Anna Cristina Torres qui a accepté bien gentiment de faire la modération et d'ouvrir le débat avec l'ensemble des spectateurs. Voilà. Anna. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien. Très bien. Merci, Alessandro, pour ce voyage et pour toute l'information que tu viens de nous partager. Et je vais juste prendre quelques secondes pour me présenter. Donc, je suis une écologue spécialiste des relations socio-écologiques. Et ayant travaillé sur les jardins partagés et lors de ma thèse et aussi en ce moment par différentes recherches que je mène sur ces espaces. Et donc, c'est par les compétences que j'ai acquises lors de ces multiples recherches sur ces jardins que je vais me permettre de discuter tes travaux, Alexandre. Et donc, je te remercie vraiment pour ces voyages que tu nous as invités à réaliser lors de ta recherche, que je trouve complète et fournissent une autre regard et aux études qui ont été réalisées déjà sur ces jardins. Donc, ces jardins qui ont beaucoup attiré l'attention des étudiants des masters notamment, qui ont beaucoup travaillé sur ces espaces, mais qui ont très peu valorisé justement les recherches qu'ils ont menées. Donc, on trouve énormément de la littérature grise sur ces jardins, mais très peu de choses finalement qui ont été valorisées sur ces jardins. Et donc, il y a différents regards sans doute des différents chercheurs qui ont exploré les jardins partagés, l'équipe de l'Agroparité qui s'est beaucoup intéressée sur les rôles alimentaires ou le rôle dans l'éducation à une alimentation saine, notamment par les travaux de Jeanne Porias. Et il y a également les différentes études qui ont été menées par Kaduna Demayi et Léa Mesdat, qui sont beaucoup intéressées sur les dynamiques sociales.
Et il y a quelques années, il y a eu aussi un compatriote à toi, Alessandro Guga Naguib, qui est venu du Brésil et étudier ces jardins, mais plutôt attiré pour la militance ou les engagements que ces espaces suscitent. Et par le biais de l'analyse de ces jardins partagés et d'autres types de jardins. Donc, et je pense, je ne sais pas si tu as eu l'opportunité de lire les travaux de Léa, mais qui se rapprochent pas mal des choses que tu viens de mentionner. Mais ce qui est intéressant, c'est que même tu apportes aussi une autre regard. Donc, il y a des choses qui se croisent, mais il y a de nouvelles connaissances qui émergent aussi. Et ce que je trouve assez passionnant, et c'est de justement montrer comment il y a, donc, de mettre en valeur les connaissances, les savoirs profanes, chose qui rarement a été faite. Et mettre en valeur justement ces autres savoirs qui émergent de la pratique du terrain, de cet exercice de mettre la main à la pâte. Et je pense que ce qui est tout à fait passionnant dans ta recherche, c'est qu'elle suscite, en tout cas pour moi, énormément de questionnements, énormément de choses que je voudrais savoir en plus. Et que je ne sais pas si tu les as pas mentionnées lors de ton intervention, justement pour favoriser la discussion. Et notamment sur qui sont ces jardiniers. Comment est-ce qu'il s'agit notamment des femmes, des hommes, de quel âge? On sait par les différents travaux que les publics qui s'intéressent à ces jardins, c'est sans doute un public très divers et hétérogène, mais on a vu au fil du temps qu'il y a eu une évolution aussi de ces publics parce que au tout début du programme Main Verte, il s'agissait surtout d'un public à la retraite. Et on a vu, à partir des années 2010, qu'il y a eu 2014 même, qu'il y a plutôt un jeunissement du public qui vient dans ces jardins. Donc, il s'agit surtout des jeunes couples avec des enfants qui viennent à ces jardins justement parce qu'ils ont une envie de permettre à ces enfants d'avoir un accès à la terre. Je me demande si tu pourrais... Je vais te lister un peu les questions que j'ai notées pour que tu puisses les développer, mais je me demande justement qui a été ce public à qui tu as pu croiser, avec qui tu as pu interagir, mais aussi j'ai des questionnements finalement parce que c'est très intéressant que ton collègue a des questions sur justement l'acquisition et la mise en œuvre des compétences sociotechniques. Et finalement, vous arrivez à une autre question, à une autre réponse qui est celle des jardins refuges, dans ces rôles et qui a été souligné de ces espaces. Et certains chercheurs, ils les lisent comme étant des espaces de reconnexion à la nature. Mais une autre façon de dire la même chose, c'est un espace de déconnexion de la vie urbaine. Et vous arrivez aussi à ces questions-là, mais finalement sur la question des compétences sociotechniques. Et tu mentionnes quelque chose, mais je ne sais pas si vous arrivez juste au fond de votre questionnement, par exemple, par rapport au circuit d'acquisition de ces connaissances dont tu as cité les programmes de l'ADEV de formation, les équipements qui sont fournis par la municipalité. Mais je me demande s'il y a aussi d'autres circuits d'apprentissage et que vous avez pu regarder par les biais d'autres associations aussi, et avec toutes ces connaissances que les jardiniers ils acquièrent au fur et à mesure, est-ce qu'il y a des professionnalisations? Est-ce qu'il y a des jardiniers qui deviennent à un moment donné des jardiniers professionnels qui s'élancent avec des entreprises ou des associations aussi à développer d'autres projets de jardinage ou des conseils sur des jardinages ou des conseils sur des questions d'écologie urbaine ou des bonnes pratiques à mettre en œuvre. Et
je me demande également sur des choses que tu nous as invités à réfléchir lors des questions, qui est sans doute la question de la pollution de l'eau et la pollution de sol, que finalement, c'est des choses très importantes à tenir en compte lorsqu'on réfléchit à la gestion justement de l'eau et des sols au milieu urbain, et qui, on sait, c'est des problématiques qui sont très importantes dans le cadre des jardins partagés. Et donc, comment on fait si ces jardiniers, comment ils font en fait, si ces jardiniers, si ces jardins, ils ont des structures pour récolter l'eau des pluies, mais finalement, ils ne peuvent pas l'utiliser ou ils l'utilisent, mais on ne sait pas trop des choses par rapport aux risques et, d'exposition aux pollutions. Quels savoirs sont finalement mobilisés pour essayer de contourner ces problématiques? Et ces problèmes. Et également par rapport à la question des sols, en fait, on sait que les sols des jardins partagés suivants sont pollués. Lorsqu'ils signent la convention d'occupation des sols de ces terrains, et ils savent qu'ils doivent faire attention à l'usage de ces sols. Mais comment ils font finalement pour contourner ce problème de la pollution des sols? Est-ce qu'il n'y a pas... Et, et, comment il se situe vis-à-vis de ça? Et, et, et finalement, ouais, bon, là, je pense que j'ai fait... Bon, je vais m'arrêter là, j'ai encore tenté d'autres choses, mais on va attendre pour voir si finalement on a le temps pour en discuter. En tout cas, merci beaucoup pour ces voyages à ton terrain d'études. Je trouve que c'est vraiment très passionnant l'axe d'analyse que vous avez choisi pour, euh, pour la réalisation de votre projet d'investigation. Ok, merci Anna-Christina. Je propose qu'on laisse la parole tout de suite à Alexandro, sachant qu'il y aura peut-être d'autres questions. Il y a Reinhard qui a levé la main depuis déjà un petit moment. Ok, ouais, moi j'y réponds très vite. Merci Anna pour tes commentaires, c'est très sympa, ça va nous aider à bien développer et réfléchir la suite du projet. Bien évidemment, il y a des choses qu'on n'a pas pu parler parce que le temps ne le permet pas. Et justement, sur le profil des personnes que nous avons rencontrées sur le terrain, tu as souligné qu'au début, c'était plutôt des femmes à la retraite. C'est exactement ce que nous avons rencontré. Aujourd'hui encore, il y a beaucoup des femmes à la retraite qui sont engagées dans le jardin partagé. Mais tu as bien raison que de plus en plus, on rencontre des personnes, des jeunes couples qui viennent avec leurs enfants pour le faire découvrir comment on pousse un pet de tomate, par exemple. Donc, c'est dans ces cas-là qui rentre cette question des parcelles individuelles parce qu'ils ont envie de tester avec leurs enfants, de faire des expériences avec leurs enfants. Donc, ça prend de l'ampleur, mais comme on n'a pas fait une étude quantitative sur le profil socio-économique des jardiniers, c'était plus ethnographique en observant. Je ne peux pas te répondre en disant que c'est ça ou c'est ça. C'est que nous avons observé, ces deux univers sont présents, mais je dirais, c'est que j'ai pu plutôt encore des femmes à la retraite. La question du passage de socio-technique au refuge, c'est très intéressant. Et c'est qu'on a essayé de faire, c'est justement le fait que pour construire cette qui a été discuté dans la littérature des reconnexions avec la nature dans un jardin partagé, il faut maîtriser minimum comment gérer un jardin pour pas que le jardin devienne une friche. C'est ça avec Bernard, on discutait, on dit, s'il ne maîtrise pas, le jardin devient une friche, et donc ce n'est pas un endroit agréable pour y aller. Donc, quelles sont les compétences mises en œuvre pour que ces jardins vraiment jouent ces rôles d'endroit agréable? Et aussi, la différence avec les autres espaces publics qui sont assez beaux, par exemple, on va dans des jardins et dans des squares à Paris qui sont beaux. Mais pourquoi c'est plutôt le jardin partagé qui promouvoit cette reconnexion et cet endroit où ils peuvent se ressourcer? Parce qu'il y a un ensemble de compétences socio-techniques qui sont mises en œuvre pour que ces jardins soient agréables, mais aussi que le jardin leur ressemble. C'est-à-dire
tout ce qui est fait, c'est fait. Nous, on a pensé à mettre cet arbre-là, on a pensé à faire cette couture ici. Donc, c'est toute cette question-là qui fait une différence avec ces autres espaces. Il possibilite alors la reconnexion avec la nature, mais cette nature qui, on va dire, c'est idéalisé aussi. C'est pas vraiment... on pourrait en parler des autres notions de nature aussi. Sous le circuit des savoirs, c'est très intéressant. J'ai pas, malheureusement, comme il y avait trop de choses, j'ai pas pu explorer un petit peu plus là. Mais ce que j'ai essayé sur la gestion des parcelles, c'est justement essayer de mettre en avant cette construction des savoirs qui sont faits et développés au sein de jardin avec les jardiniers qui y participent. C'est-à-dire, il y a par exemple, une femme maghrébine qui a une parcelle qui essaye une chose qui ne marche pas parce que dans ce pays, ça marchait comme ça. Avec une autre femme qui dit, ouais, mais ici, plutôt parce qu'à cause du climat, c'est plutôt comme ça qu'il faut faire. Donc, il y a tout cet échange, cet questionnement, ces débats au sein des jardins partagés qui produisent justement des savoirs qui sont propres à chaque jardin. Donc, à chaque jardin, on va voir qui sont les personnes clés, qui sont soi-disant les gardiens de ces savoirs et qui sont tout le temps consultés parce que parfois, quand il y a un doute, par exemple, on était dans un jardin partagé, la dame me disait, souvent, quand il y a un doute, elle m'appelle, comment on fait comme pour ça? Comment on fait comme ça? Il y a aussi le rôle des gens qui passent dans des jardins partagés qui sont ouverts. Par exemple, le monsieur disait qu'il taillait sa vigne. Il y a un Portugais qui l'a vu tailler sa vigne. Il est venu dire, ah non, mais ce n'est pas comme ça qu'on fait, c'est comme ça. Il y a toute cette question parce que c'est les citoyens qui peuvent intervenir différemment dans l'espace, dans le jardin public. S'ils marchent sur la pelouse et ils se font engoler. Donc, il y a toute cette question d'appropriation de lieu et les connaissances qui sont produites là, à l'intérieur. Et aussi, une dernière mot sur cette question, c'est qu'il y a beaucoup d'échanges entre les associations. Par exemple, dernièrement, j'ai visité un jardin partagé qui allait construire une serre avec une autre association qui s'appelle Le Bruit de Frigo, qui travaille beaucoup avec du bois et avec des gens en insertion. Donc, il y a beaucoup d'échanges. C'est pour ça que le jardin, dans le 20e, on a voulu faire dans le 20e parce que les jardins partagés, ce ne sont pas des îlots fermés. Il y a des échanges aussi entre jardins partagés, des outils. Il y a eu la tentative de mettre en place avec l'association Jardivin, mais qui, à la fin, n'a pas très bien abouti, mais qui sert quand même comme une liste des partages des cours, des partages des outils, quand ils ont besoin d'un outil, d'autres n'ont pas. Et ce que j'ai rencontré aussi beaucoup, c'est des gens qui font recours à l'Internet, qui vont chercher sur Internet pourquoi ça ne marche pas, et après vont discuter un truc. Donc, c'est plutôt... Et des jardiniers professionnels qui participent, on a rencontré une personne qui est un jardinier professionnel qui participe du jardin, dans le jardin partagé. Sous la question de pollution, en 2 mots pour avoir le temps de voir des autres questionnements. La pollution de l'eau, de tous les jardins partagés qui ont l'équateur de pluie, il n'y a qu'un seul qui suit les recommandations de ne pas arroser les plantes comestibles et aromatiques avec l'eau de pluie. Les autres utilisent. Ils utilisent. Et quand j'ai posé la question, mais il y a une recommandation que vous pouvez utiliser? Oui, on peut, c'est pas grave. Parce que de toute façon, l'eau de pluie qui tombe directement dans le parcelle, c'est la même chose. Donc voilà, mais il y a un seul jardin qui suit cette recommandation. Et dans ces cas-là, ils utilisent cette eau pour arroser les plantes, les fleurs, les arbres, des autres choses, quoi. Pas des choses comestibles. Sous la pollution du sol, les stratégies mises en œuvre pour s'échapper un peu quand le sol est très pollué, c'est la construction des bacs. Donc, il y a plusieurs jardins partagés qui ont des bacs hors sol pour faire leur culture. Et sous la sensibilité par rapport au risque de pollution, ce n'est pas très présent. Et normalement, les gens n'ont pas peur de manger ce qu'ils produisent dans le jardin partagé. On n'a pas vu des gens qui disent non, on ne va pas manger parce qu'ils se polluent le sol et tout ça. Donc, je m'arrête là pour voir s'il y a des gens qui ont des autres questions. Ok, merci beaucoup. Donc, dans l'ordre, Reinhard tout d'abord, puis ensuite Gilles. Reinhard. Oui, merci. Merci pour cet exposé. Moi aussi, j'étais très intéressé par le côté ethnographique. Je vais, avec quelques remarques, appuyer un petit peu le sens de ce que a proposé Anna comme questionnement.
C'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est majoritairement des retraités femmes qu'elles ne se distinguent pas par ailleurs, hein. Et donc, du coup, il me semble que ça serait intéressant d'être attentif à qui elles sont, si c'est majoritairement des femmes, mais d'une façon générale, qui sont ces jardiniers citoyens, d'où ils viennent, quelles sont leurs trajectoires, qu'est-ce qu'ils font par ailleurs, et la question de la reconversion des connaissances et des expériences que évoquait Anna. Par la suite, on peut aussi poser cette question ex ante, c'est-à-dire quels sont les éléments de connaissance et d'expérience professionnelle, même indirecte, qu'ils reconvertissent dans leur activité de jardinier citoyen. Hein, pourquoi ils le font, quels sont leurs intérêts. Je suis très sensible à la question, à la présentation un peu lyrique de se déconnecter de la ville, du stress du quotidien, mais il y a très probablement aussi, là par exemple, ça a été évoqué un petit peu avec les jeunes parents, d'autres intérêts qui interviennent en la matière. Enfin bref, toute cette question autour de qui sont-ils, quelles sont leurs trajectoires et pourquoi ils le font. Merci. Merci. Bon, je propose, excuse-moi Alexandre, je propose de donner la parole tout de suite à Gilles parce que Très bien. Voilà. Merci. Donc, je vais pas refaire les remerciements, mais j'ai trouvé que l'exposé était très intéressant. Moi, j'avais deux grandes questions par rapport à ça. Plutôt sur la nature des espaces qui étaient utilisés. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Est-ce que c'était des espaces verts transformés? Est-ce qu'on est complètement sur de l'espace public ou bien il y a aussi des espaces partagés, par exemple, dans des copropriétés, des choses comme ça? Et du coup, est-ce qu'on a finalement, on n'arrive pas, notamment à la notion de zone refuge, à de la privatisation d'espaces publics, d'une certaine manière, et ça renvoie aux usagers. Est-ce que ces usagers, ils ne s'approprient pas l'espace ou bien il y a vraiment un partage aussi, c'est-à-dire que la nature des personnes qui viennent, est-ce qu'elles ont une temporalité ou est-ce qu'elles s'approprient l'espace et ensuite, une fois qu'elles sont installées, elles ne lâchent pas l'affaire, quoi. Et que du coup, il n'y a pas forcément un turnover par rapport aux usagers. Et ma dernière question, ça concernait aussi est-ce qu'il y a une articulation ou des relations avec d'autres actions dans le quartier? Parce que, par exemple, le 20e, il est quartier politique de la ville sur certains secteurs. Il y a des opérations en rue. Il y a le Paris Habitat mène des actions sur les territoires zéro déchet, des choses comme ça. Du coup, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des articulations ou bien c'est une politique Paris, point barre? Merci pour les questions. Je commence par la fin, je trouve plus simple. Justement, il y a une articulation et ça m'aide à répondre aussi où ces jardins partagés sont localisés. Il y a une articulation avec au quartier politique de la ville, par exemple, parce que récemment, avec Bernard, on a visité un jardin partagé qui est dans le quartier Saint-Blaise, qui avant, c'était un square, en béton, c'était un dalle en béton. Et la mairie centrale a mené toute une rénovation de ces quartiers de Saint-Blaise. Et un jardin partagé a été construit. Ils ont fait un square et une partie de cette square, c'est un jardin partagé. Et ça, c'était en concertation avec les habitants, justement parce que c'est un square à l'intérieur d'un ensemble des bars, des logements sociaux. Il y avait beaucoup de problèmes avec des drogues, avec des deals et tout ça. Stratégiquement, ils ont mis ces jardins partagés dans cet square pour essayer de casser un peu cette dynamique et s'y réapproprier dans un espace public qui était auparavant privatisé par le deal et par la vente des drogues. D'accord. Donc, pour faire pousser du pavot. Ouais, exactement. C'est une stratégie aussi qu'on voit converger.
Mais sinon, par exemple, il y a un autre jardin partagé aussi a été créé issu d'une lutte des habitants parce que c'était un terrain où la mairie allait construire un immeuble. Et les habitants ont dit non, on ne veut pas d'immeuble. Il y a toute une lutte là des habitants, mobilisation. Il y a la place de la construction de cet immeuble. C'est un jardin partagé qui a été créé. Donc, ce que nous rencontrons beaucoup aujourd'hui, des espaces où les jardins partagés sont construits, ce sont des terrains publics, des friches publiques, des terrains de la mairie, mais aussi un mix entre les deux. Il y a un jardin partagé, une partie du jardin partagé, c'est du terrain de la mairie, une partie, c'est Paris Habitat. C'était la cour de Paris Habitat avant. Et ils ont rassemblé les deux choses, ils ont fait un grand jardin partagé. Maintenant, ça commence de plus en plus la mise en place des jardins partagés dans les cours d'immeubles. Mais là, c'est plus difficile d'accéder parce qu'il n'y a pas cette ouverture tout le temps. Et avec ça, je réponds à la question sur la privatisation de cet espace. Je pense qu'on peut y avoir cette idée de privatisation, mais dans la charte Roman Verte, les jardins partagés sont obligés d'être ouverts au moins 2 fois par semaine, dont une fois le week-end. Et aussi, chaque fois qu'il y en a des rangs à l'intérieur du jardin partagé, la porte, le portail il doit être ouvert. Et du coup, moi, j'ai pu voir ça parce que parfois, je faisais des visites dans la semaine. Les horaires où le jardin n'était normalement pas ouvert. Et la personne qui me recevait laissait la porte ouverte et les gens rentraient pour visiter, pour profiter un peu, pour demander comment ça se passe, comment on pourrait adhérer. Et donc, ce n'est pas exclusivement privé. C'est qu'on pourrait imaginer un peu, c'est la stratégie de la mairie d'utiliser de la main-d'œuvre gratuite des gens pour s'occuper des espaces qui sont de la mairie. Donc, le jardinier, parfois, une fois m'a remarqué, vous voyez, ça, c'est un espace de la mairie. La mairie aurait pu faire un jardin ici, mais c'est nous qui le faisons et nous qui menons tout le travail ici. Donc, c'est la mairie qui se décharge de cette chose et de plus, elle a un espace vert très joli. Donc, voilà, c'est cette réflexion qui peut-être qu'on pourrait faire, ça ferait une conférence sur la néolibéralisation des espaces plutôt que la privatisation des espaces. Donc là, sur le turnover des gens, il y a énormément de gens qui tournent dans les jardins partagés. À chaque année, il y a dans les jardins partagés 30-40 adhérents, dont une vingtaine qui vont vraiment participer. Les autres adhèrent, viennent une fois, 2 fois et après ne viennent plus. Et l'année d'après, il y a des autres personnes qui découvrent les jardins qui viennent. C'est que nous, on a essayé, et là, commence à répondre un petit peu sur qui sont ces gens qui participent. C'est qu'ils nous rencontrent ces côtés qui tournent beaucoup et un noyau dur. C'est eux qui disent ça, c'est des mots de terrain. Les noyaux durs, des gens qui sont là depuis 10 ans, depuis 5 ans, depuis 6 ans. Et ces gens-là, ils sont très importants parce que c'est ces gens-là qui vont garder l'histoire de terrain, les initiatives qui ont été mises en place. Qui normalement font vivre le jardin. Mais autour de ces noyaux durs, il y a énormément de gens qui viennent et qui partent dans le temps. Donc, sur qui sont ces jardiniers et les autres intérêts? Bien sûr, il y a des autres intérêts, surtout des couples jeunes qui veulent aussi montrer à leurs enfants comment ça pousse et tout ça. Et parler de leurs histoires de vie, tout ça, pourrait être très intéressant. C'était une chose qu'on a envisagée au début. C'est pour ça qu'au début, j'ai dit, on a 2 phases de méthodologie. La visite, elle était ethnographique. Donc, c'est une visite où je suis allé voir le jardin, découvrir le jardin sans un papier, sans des questions, juste découvrir. C'est le caractère d'une visite ethnographique. Mais la deuxième phase, c'est une phase d'entretien directif avec des personnalités, des personnes clés, parce qu'on avait envisagé dans le projet initial de faire l'histoire des vies des gens, mais je n'aurais pas le temps de faire ça et avoir de bons résultats avec un postdoc de 12 mois. Donc, c'était un choix contraint dans le temps. On a envisagé, la première idée que j'ai eue, c'était, moi, on visite, on choisit 2 jardins ou un jardin,
et je vais passer avec eux pendant 7 mois en découvrant les histoires des vies la majorité des personnes qui sont là, comme ça, voir les contrastes et tout ça. Mais comme l'idée, c'était vraiment de saisir les enjeux socio-techniques, on a décidé plutôt de faire des enquêtes semi-directives pour regarder comment ces savoirs et la maîtrise de ces enjeux, de ces savoirs socio-techniques construisent le jardin partagé. Donc, cette question de qui sont ces jardins partagés, ces jardiniers, c'est une bonne question, mais malheureusement, on ne pourra pas répondre pendant ces post-doctorats. Peut-être un prochain. Très bien. Merci beaucoup. Bon, on arrive au terme de ce déjeuner, hein, même si on voit que l'exposé extrêmement riche a suscité beaucoup de questions. Bon, ce que j'ai trouvé passionnant, c'est qu'en fait, il y a une articulation entre cette approche anthropologique, hein, autour des savoirs, la manière dont ces savoirs sont construits, dont ils circulent, sur la question des usages, hein, de ces espaces. Donc là, on est plutôt du côté de la sociologie. Sur la question des normes, parce qu'en fait, d'une certaine manière aussi, on est dans des espaces qui sont extrêmement régis et dont on voit en fait que globalement, il y a quand même une évolution, hein, une refondation, hein, par rapport au jardin ouvrier de la Belle-Mire. Enfin, on voit que là, il y a toute une série de choses et d'enjeux contemporains. Peut-être qu'il y a quelque chose, enfin, les questions sur l'espace que plusieurs d'entre vous ont posées, et notamment Gilles, ça devrait aussi amener à ouvrir sur la manière dont ces jardins sont aussi des espaces construits. C'est-à-dire qu'il y a autour des jardins des ouvertures, il y a des clôtures, il y a du bâti. Et on sait, si on sort de Paris et qu'on compare avec d'autres jardins partagés, que les collectivités locales ont parfois en fait tendance à mettre des cahiers des charges sur le bâti, à la manière dont ces bâtis doivent s'élever d'une certaine manière, dont on doit poser des parasols, dont on doit poser des tables, etc. Donc ce serait aussi une manière plus architecturale, je dirais, d'aller vers le sujet. Mais bon, en tout cas, le sujet est tout à fait riche et passionnant. On a appris beaucoup de choses, et donc voilà, je vais vous remercier et remercier les collègues qui ont donné du temps pour poser ces questions tout à fait pertinentes et passionnantes. Donc il me reste à vous dire que le prochain rendez-vous en fait aura lieu le 14 février prochain, hein, donc à nouveau un lundi. Donc on mettra tous les renseignements sur le site du LABEX Futur Urbain. La bande audio et vidéo en fait qui a été captée va être prochainement mise en ligne sur le site du LABEX. Et donc, merci encore à tous et à toutes. Merci aux étudiants qui ont pu suivre ce déjeuner qui a suscité beaucoup de questions. On aurait pu partir encore sans problème sur une demi-heure supplémentaire. Merci à toutes et à tous. Et puis donc, à très bientôt. Merci. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.